De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes sont de nouveau au complet. Avec nous, Nadia, Jean-Marie et Samuel. Et l'actualité économique de ce jour, c'est cette nouvelle dotation de la rame, la Royal Air Maroc, un Boeing 787 Dreamliner. La compagnie nationale du Royaume voit grand et espère avec ce nouveau genre d'engin parvenir à mettre à bien sa nouvelle stratégie, multiplier les dessertes sur le continent africain. Fanny Mounichi et Ibrahim Ndiaye. Nouvel élan pour Royal Air Maroc en 2015. La compagnie aérienne nationale a réceptionné son premier avion de type Boeing 787 Dreamliner, une acquisition qui porte à 53 le nombre de ses appareils. Ce renforcement de la flotte entre dans le cadre de la politique de la rame d'assurer notamment la bonne tenue de ses dessertes vers l'Afrique. Nous avons adopté cette stratégie qui est en convergence avec la politique de rayonnement de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui est de rapprocher le Maroc avec tout le continent africain. Donc nous avons cette mission qui est bien au-delà de toute considération économique et commerciale. C'est de rapprocher les peuples, rapprocher les cultures, rapprocher les gens qui font aujourd'hui le présent de l'Afrique, mais qui sont en train de bâtir son avenir. Royal Air Maroc devient ainsi la première compagnie du pourtour méditerranéen à se doter de ce Boeing nouvelle génération, équipé des dernières technologies de l'aviation civile. Mais sur le continent, un autre pays a également acquis récemment un Dreamliner. Il s'agit du Kenya. Nous souhaitons montrer aux personnes qui nous ont quittés à cause des anciens appareils que nous savons qu'ils peuvent revenir parce qu'aujourd'hui, nous sommes aussi bien, voire meilleurs que beaucoup d'autres compagnies. Nous attendons une augmentation des revenus à hauteur de 20% comparé aux chiffres réalisés avec le 767. En 2014, le trafic aérien en Afrique était en hausse de 5,2%. Un marché prometteur donc, où les potentialités d'expansion sont grandes. Plusieurs compagnies ont d'ailleurs bâti leur nouvelle stratégie sur le développement des liaisons intercontinentales. Nadia, avec cette nouvelle dotation et les bons résultats de la rame en 2014, on peut dire que la Royal Air Maroc va beaucoup mieux aujourd'hui. Elle va mieux, c'est vrai qu'elle est sortie de sa période noire, parce qu'ils ont eu quand même une période de crise très compliquée, en justement resserrant un peu leur stratégie autour des dessertes africaines. On voit bien que c'est ce qui a aussi permis à la rame de trouver un nouveau souffle. Maintenant, la rame est certes sur une bonne voie, et c'est vrai qu'elle multiplie les dessertes sur le continent, mais c'est aussi une compagnie qui doit, et pour tous ceux qui ont déjà pris la rame, qui doit encore rentrer dans certains standards, notamment sur l'accueil de ses passagers. On sait très bien qu'il y a eu beaucoup de soucis sur les dessertes en Afrique où justement il y a eu quelques problèmes. Donc certes c'est une compagnie qui est en bonne santé, mais comparé à Ethiopian Airlines par exemple ou au Kenya Airlines ou d'autres compagnies encore, sur la qualité du service il reste encore quelques efforts à faire à mon sens. Jean-Marie, vous êtes d'accord avec Nadia ? Je ne suivrai pas Nadia sur le point, si vous voulez, du service à bord. Moi, je parlerai plutôt de la stratégie, si vous voulez, globalement. La stratégie de la rame, c'est une stratégie qui est une stratégie intelligente dans la mesure où la rame, c'était un groupe qui était hyper diversifié avant. Donc, ce qui a fait que les pertes dans le groupe se sont élevées, si vous voulez, à des niveaux incommensurables. Donc, la rame a opéré une stratégie de recentrage, ça veut dire revenir sur son métier de base. Ils ont un peu dépouillé la holding qui constituait la rame avant pour revenir au métier de base et reprendre un peu la rame. Ça me fait plaisir là parce qu'ils reprennent un peu le flambeau de ce que Ethiopian Airlines faisait dans les années 70. Ça veut dire toutes les dessertes africaines. La rame se retrouve aujourd'hui avec le dynamisme qu'on a dans les économies africaines, qu'on puisse multiplier, si vous voulez, ces dessertes-là à l'intérieur de l'Afrique. Et la place que veut se donner la rame, pour moi, c'est une bonne place dans la mesure où elle permet pratiquement à tous les opérateurs économiques déjà africains d'opérer à ces échanges-là qui sont nécessaires, échanges d'expérience, échanges en business et tout ce qui s'ensuit. Donc à partir de là, j'estime que la stratégie telle qu'elle est mise en place, on a vu qu'il y a pas mal d'efforts qui sont faits par le Maroc pour essayer de mettre en place des jumelages, des coopérations, que ce soit au niveau, c'est-à-dire au niveau économique, au niveau social et tout ce qui s'ensuit. Donc j'estime que c'est une bonne stratégie et l'acquisition d'un avion comme ça permet, si vous voulez, de pouvoir augmenter les capacités en termes de place, de pouvoir avoir beaucoup plus de place pour les déplacements des gens, beaucoup plus à l'international. Pour moi, c'est au sortir de l'Afrique, quoi. Donc, à partir de là, je pense que c'est une très, très bonne stratégie. Samuel, vous êtes d'accord? On ne peut que saluer cette initiative qui vise à multiplier les vols transcontinentaux.
Oui, je pense que ce sont des initiatives à saluer, ce d'autant plus que les migrations intra-africaines deviennent de plus en plus importantes et la concurrence dans le domaine aéronautique civil le devienne davantage. Et donc, la Royal Air Maroc devrait normalement opérer ce genre de stratégie, ce genre de riposte. Ethiopian Airways ou Kenyan ont acquis une certaine crédibilité à l'intérieur du continent. Il fallait que la RAM puisse aussi se mettre à niveau et je pense que cette stratégie correspond bien à la hauteur des ambitions qu'elle se fixe. Mais cette stratégie, justement, elle devrait être adoptée par toutes les compagnies nationales africaines. Oui, mais c'est compliqué. Déjà, sur toute la partie aéronautique, il y a déjà beaucoup de contraintes. Les cahiers des charges des compagnies sont vraiment très contraignantes parce qu'il y a des normes internationales qu'il faut respecter. Et beaucoup de compagnies nationales ne rentrent pas dans ces normes-là parce que ça demande justement une très forte technicité. Et pour le coup, beaucoup de sociétés internationales, je pense à Private Air, je pense à beaucoup de compagnies ou même Ethiopian Airlines joue aussi ce rôle-là, Turkish Airlines joue ce rôle-là. Elle accompagne beaucoup de compagnies nationales africaines vers justement cette mise aux normes. Ça demande énormément de moyens, ça demande du temps et un travail en continu. Là, en l'occurrence, on voit très bien que ce qui s'est passé pour la RAM, et si aujourd'hui on est à ce résultat-là, c'est qu'il y a eu enfin une sorte de séparation quelque part avec ce côté national. La RAM, certes, reste sous le giron du Maroc, mais a adopté une stratégie qui est une stratégie de l'ordre du privé. Les compagnies nationales africaines souffrent justement de leur trop proche proximité avec les gouvernements et ce qui s'ensuit, c'est des problèmes de gouvernance, des problèmes sur la transparence des comptes. On l'a bien vu avec beaucoup de compagnies dont je ne citerai pas le nom. Il faut... voilà, notamment, mais bon, c'est vrai qu'Air Afrique reste dans les annales parce que ça a été c'est le symbole de l'échec des compagnies nationales et du manque de gouvernance avec les conséquences que ça peut avoir. Donc les compagnies nationales sont maintenant de plus en plus en concurrence avec les compagnies internationales parce que jusque-là, beaucoup de pays empêchaient, en fait, limitaient l'accès même aux autres sociétés sur leur territoire. Aujourd'hui, ils ont compris que la concurrence peut aussi leur bénéficier. Donc, ils s'ouvrent. Bon, moi, c'est vrai qu'il faudrait repenser quand même à une société régionale. Je trouvais l'idée intéressante que certains États ou même des privés mettent en commun leurs forces pour monter une vraie société qui puisse être en concurrence avec les plus grandes. Merci Nadia, on va passer à la suite avec le Cameroun qui prévoit de lever 320 milliards de francs CFA en bons du Trésor et obligations de moyen terme en 2015 pour financer des projets d'infrastructure. Un plan qui traduit une bonne santé de l'économie nationale et qui s'inscrit dans la ligne du plan d'urgence annoncé, nous vous le rappelons, fin décembre par le président Paul Biya. Ibra Khadindiaï. Le Cameroun mise sur le développement des infrastructures pour soutenir la croissance de son économie. De nombreux projets sont en cours et le gouvernement ne cesse d'annoncer de nouveaux chantiers. La dernière annonce en date, la levée prochaine de 320 milliards de francs CFA en bons du Trésor et obligations de moyen terme en 2015 pour financer des projets d'infrastructure. Impérativement, le développement passe inexorablement par la mobilisation de l'épargne, qu'il s'agisse de l'épargne nationale ou internationale. Alors le fait que le ministre des Finances ait annoncé la volonté du gouvernement de mobiliser cette somme pour le développement des infrastructures atteste donc de la volonté du gouvernement effectivement de développer notre pays par des infrastructures, mais également de ce que la signature du Cameroun continue à inspirer de la confiance aux financiers de par le monde, qu'il s'agisse des épargnants nationaux ou bien de l'épargne internationale. Le budget 2015 a été arrêté à 3 746 milliards de francs CFA, en hausse de 13% par rapport à celui de 2014. Pour cette année, le cap du développement des infrastructures sera maintenu. Dans ce projet de faire du Cameroun un Cameroun émergent, il y a effectivement la question des infrastructures qui se pose, qui permettrait effectivement dans un certain nombre de domaines de mettre le pays à niveau et que donc lancer une levée de fonds, d'autant qu'aujourd'hui, quand on regarde sur le marché, les taux sont extraordinairement bas des emprunts qui sont faits sur les marchés
tant régionaux qu'internationaux, c'est une bonne chose pour le Cameroun. Ce nouveau financement s'inscrit dans la continuité des politiques de développement des infrastructures entamées depuis quelques années. En guise d'illustration, 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés en 2010 et 80 milliards en 2013. Les 150 milliards issus de l'empreinte obligataire 2014 serviront prioritairement à la construction d'infrastructures routières, portuaires et énergétiques. Jean-Marie, on avait déjà parlé sur ce plateau du plan d'urgence annoncé par le président Paul Biya, un plan qui vous paraissait être très flou, on a l'impression qu'il semble se dessiner et être axé vers les infrastructures. Non, le plan, il est axé sur les infrastructures. Je suis vraiment assez content, si vous voulez, de la dynamique qui est mise en place dans l'économie camerounaise. L'économie camerounaise, si vous voulez, a beaucoup de secteurs à exploiter. Donc, à partir de là, que le président se rende compte que les nécessités, les demandes qu'on a sur place sont énormes et qu'on mette en place, si vous voulez, des budgets de ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a une prise en compte des exigences de la population qui sont réelles. Donc à partir de là, je ne peux être que positif là-dessus. Mais par contre, il y a un point négatif sur lequel j'insisterai parce que j'étais en train de regarder les informations récemment. Il faudrait que la plupart de nos États africains soient quand même capables d'aller au bout de la logique parce que bon, qu'on puisse réaliser les budgets d'investissement qui sont mis en place dans leur totalité et ne pas le faire, si vous voulez, bout par bout, parce que dans pas mal d'États, on entend que bon, le budget n'a pas été utilisé si vous voulez, dans sa totalité, parce que les investissements ont été réalisés à telle ou telle hauteur. Soit on suit la stratégie de développement dont on a mis en place, dont le développement du pays en dépend automatiquement. Donc, si ces réalisations-là ne sont pas effectuées, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on retarde les choses. Donc, il y a un effort, si vous voulez, dans la réalisation des budgets qui ont été votés par les différentes assemblées nationales en Afrique. Nadia, c'est une bonne stratégie de miser autant sur les infrastructures? Ah oui, ça c'est une certitude. On a vu qu'à chaque fois qu'on mise, je ne sais plus si c'est 100 millions ou 100 millions, ouais, 100 millions. Sur les infrastructures, on gagne un point de développement. Parce que j'avais lu ça, j'étais assez impressionnée. Parce que vraiment, en fait, les infrastructures ce sont à la fois des investissements qui sont très vite rentables, contrairement à ce qu'on pense, et qui permettent aussi, en fait, des investissements en chaîne, qui permettent un développement en chaîne. C'est-à-dire qu'en développant une route, par exemple, ou un pont, on aide à la fois le secteur agricole, parce que, justement, ça va permettre de distribuer plus facilement les produits. On aide le secteur tertiaire, on permet aussi à la santé. Les gens peuvent plus facilement aller vers les lieux de soins, on aide l'éducation. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est que les 150 milliards de francs CFA de l'emprunt obligataire de 2014 vont servir aux infrastructures routières, énergétiques, portuaires et les infrastructures sociales, les écoles, les hôpitaux. Oui, c'est justement ça. Après, lorsqu'on parle d'infrastructure, ça recouvre un ensemble. Une école, de toute manière, si elle est enclavée, vraiment, elle a beau être la meilleure des écoles, ça sera compliqué pour les élèves d'y aller. S'il n'y a pas de route pour y aller, ça reste compliqué. On parle de développement intégré, qui est un développement qui englobe justement tous ces aspects-là du développement, en tout cas. Moi, ce qui me gêne, c'est la partie bon du trésor. C'est ça qui me dérange un peu. C'est-à-dire qu'en fait, un État, quelque part, mise sur l'étranger ou sur des privés pour renflouer ses caisses. Ce qui est compliqué, c'est-à-dire que, vu l'état du marché, aujourd'hui, c'est vrai que les taux sont bas, mais un bon du trésor peut aller jusqu'à 20 ans, 30 ans. Les taux peuvent évoluer. Et là, pour le coup, l'État augmente sa propre dette en faisant appel à des bons du Trésor. C'est pour ça que moi, sur un accès, un financement des gouvernements par le bon du Trésor, je ne suis pas convaincue que ça soit la meilleure solution. Même si des pays comme le Nigeria ou le Ghana ou l'Égypte même ont fait appel à ce type de refinancement, bon, ça, à mon avis, ça se discute. Maintenant, il y a des institutions qui sont très bien. La BAD a beaucoup financé les infrastructures en Afrique et pourrait facilement aussi le faire au Cameroun. C'est une stratégie que l'État camerounais devrait réfléchir peut-être différemment. Samuel, très rapidement, sur cette émission obligataire du Cameroun. Je suis parfaitement d'accord sur tout ce qui a été dit sur le plan d'urgence et les emprunts obligataires. Simplement,
je suis un tout petit peu sceptique quant à la capacité du gouvernement camerounais à pouvoir faire des réflexions d'anticipation, de faire des études prospectives qui auraient pu bien englober tous ces emprunts obligataires il y a peut-être 2 ans sur plusieurs années. Le fait de couper, de mettre en place des stratégies au coup par coup ne correspond pas forcément aux réalités et aux défis auxquels le Cameroun fait face. Parce que tout cela peut être balayé du revers de la main si jamais la planification du développement ou la programmation du développement est amenée à faire face à des choses imprévues. Merci Samuel d'avoir été avec nous ce soir. Merci Amira, bonsoir. Jean-Marie, merci de nous avoir accompagnés. Merci Amira et bonsoir à nos téléspectateurs. Et merci Nadia d'avoir été avec nous. Merci, c'est un plaisir. C'est donc la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ça continue bien évidemment. Demain, le dossier du jour, le football local entre professionnalisme et illusion. À très vite.